Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être si nombreux et de nous rejoindre pour ce webinaire. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Mathieu Bachon, qui est plus connu. Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Donc Mathieu qui est aussi connu sur les réseaux sociaux avec son nom de code secret NoCab. Donc il vous racontera d'où ça vient tout à l'heure, dans quelques instants. Et donc ce soir, on a la joie de parler de photos de voyage. Et Mathieu va partager avec nous ses conseils, ses astuces. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos webinaires, je réexplique rapidement comment ça se déroule. Il y a toute une partie, c'est la présentation de l'auteur qu'on a invité, donc c'est Mathieu ce soir, et ça va durer en gros 35-40 minutes. Ensuite, en quelques minutes, on fera une petite page de publicité, puisque si on peut faire ces webinaires, vous le savez, c'est que parfois on a une marque aussi qui nous sponsorise. Cette marque ce soir, c'est BenQ, un fabricant d'écrans qui sont quand même plutôt sympas pour les photographes. On en parlera quelques instants. Et on terminera par une troisième partie qui est la session questions-réponses dans laquelle vous pourrez interagir avec Mathieu. Voilà. Et si vous êtes parés et sans plus attendre, je vais donner la parole à Mathieu qui va se présenter. Et puis vous verrez, on va vous faire voter, on va faire un certain nombre de petites choses pour que le séminaire soit interactif. Eh bien, merci beaucoup Hervé. Mais écoutez, comme je disais déjà, bonsoir parce que bon, on arrive en début de soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et de vous parler. Et là, vous voyez l'image de couverture un petit peu de cette présentation. On va parler de photographie de voyage. C'est une thématique qui me parle énormément et donc l'objectif, ça va être de vous donner en fait des astuces et des conseils donc pour réussir vos photos en voyage. Pourquoi? Parce que c'est une thématique, vous allez le comprendre juste après, que je connais très bien et pour avoir beaucoup de retours sur cette pratique de la photo, ce qui est assez complexe, c'est que le principe de la photo de voyage, c'est qu'on peut être vite perdu. Quand je dis perdu, c'est que finalement en voyage, il y a un peu tout, il y a du portrait, il y a du paysage, il y a la photo de rue, et cetera. Et donc ça nous pousse un petit peu en dehors de ce qu'on sait faire peut-être habituellement. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que le voyage d'une destination à l'autre, ça peut être très différent. C'est pas pareil si vous partez, par exemple, je sais pas, un week-end à Londres, ou si vous allez en Islande, ou si vous allez, je sais pas, en Asie, comme là en Indonésie sur la photo. Enfin bref, voilà. Donc c'est assez complexe et généralement on est un peu dans ces retranchements. Donc je vais essayer de vous donner plein d'astuces et de conseils pour réussir vos photos de voyage. Bien évidemment, on va être assez succinct, mais il va y avoir 3 temps. Il va y avoir un avant le voyage, il va y avoir un pendant le voyage et il va y avoir un après le voyage, donc tout ce qui touche notamment au traitement, et cetera. Alors pour me présenter, rapidement et là, vous voyez, je suis pas tout seul. Donc moi, je m'appelle, Mathieu. Alors, Mathieu Bachon, c'est mon nom de famille. Sur les réseaux sociaux, sur internet et en tant que professionnel, mon «pseudonyme» entre guillemets, c'est, NoCab. Parce qu'en fait, NoCab, c'est Bachon à l'envers. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et en fait, moi, je suis photographe professionnel, c'est mon métier et je fais pas mal de choses, mais on va dire ma spécialité au départ, je suis rentré dans la photo par le paysage et au fur et à mesure, je me suis un peu forcément élargi, car en tant que professionnel, on est obligé d'être un petit peu polyvalent. Et puis, le voyage, en fait, ça fait partie intégrante de ma vie et de ma vie avec ma compagne que vous voyez ici sur la présentation, donc Laura, et elle qui est une mordue de voyage. Et en fait, c'est elle qui m'a donné encore plus envie de voyager. Moi, au départ, c'est moi qui faisais surtout de la photo. Du coup, je l'ai mise à la photo. Et du coup, tous les deux, on voyage et on fait de la photo. Et donc, c'est vrai qu'avant d'aller plus loin, avec Hervé, on se disait, pourquoi pas en savoir un peu plus, vous, sur vos habitudes, sur votre rapport au voyage. Et là, je vais laisser la parole à Hervé pour faire le petit quiz. Et c'est parti, je lance notre petit sondage qui est ici. Voilà, c'est parti. Donc normalement, ça devrait s'afficher. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de réponse. On peut choisir plusieurs cases, même si on a envie. Et ça nous donne une idée comme ça de votre niveau en termes de photos de voyage. Et puis Mathieu ajustera au niveau de ses conseils et astuces, suivant votre expertise en fait. Là, il reste encore une minute, vous avez un petit peu de temps pour répondre tranquille.
On n'a pas encore de photographe de l'AFP. Peut-être chez Associated Press ou chez Reuters. Alors, au niveau de l'interaction, c'est bon. Vous êtes presque 300 à nous suivre là pour l'instant. Il y a des personnes qui arrivent toujours un tout petit peu en retard, c'est normal, hein, c'est la vie. Voilà, on va arrêter le sondage. Si, il y a une personne qui a dit c'est son métier. Ah non, personne. Si, une. On a quelqu'un qui est de l'AFP. Je partage avec vous le résultat et vous devez voir ici les réponses. Donc 3%, j'y connais rien aux photos de voyage, 62% qui en font et qui souhaitent progresser, 36% qui en font beaucoup et qui adorent se réinventer, et une personne pour qui c'est le métier, la photo de voyage. Ça peut être le cas, hein. On a peut-être Antonio Gaudencio qui nous suit, par exemple. Ah, voilà. Nicolas, il dit « c'est mon métier, mais pas pour l'AFP ». Voilà, il fait d'autres choses. Excellent. Donc, du coup, je vais fermer et masquer les résultats. Tu les as vus aussi, hein, j'imagine? Oui, tout à fait, oui, j'ai vu. Et on va pouvoir passer à la suite. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et ce que je vous propose dans un premier temps, donc on va commencer dans cet ordre logique, hein. Des conseils avant le voyage, des conseils pendant et des conseils après. Alors, le b.a.-ba dans ce que je vais dire, hein, c'est notamment le fait que si vous voulez maximiser vos chances de vraiment d'être libre, d'être flexible et créatif dans vos voyages, l'idéal, c'est de partir soi-même, d'organiser soi-même, parce que forcément, si vous partez en voyage organisé, c'est vrai que là, vous avez des contraintes qui vous dépassent au final. Et là, clairement, pour faire des photos, c'est pas idéal parce que souvent, c'est un peu au pas de charge. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est faisable, bien évidemment, mais forcément, vous aurez moins de latitude. Donc, tout d'abord, ce qui est très important, moi, je trouve, c'est toujours avant de partir, de bien se renseigner sur son voyage. Alors, pour ce faire, vous avez des tas de solutions différentes. Vous avez les livres. Alors, les livres, ça peut être des livres photos, ça peut être bien sûr des guides de voyage, etc. Il y en a plein, mais ça peut être une bonne source, entre guillemets, d'inspiration. Également, tout ce qui est blog voyage. Alors là, vous en avez plein. Je vous donne juste une astuce. Si vous voulez trouver un blog voyage sur votre destination, vous tapez blog voyage plus le nom de la destination sur laquelle vous comptez partir. Vous allez trouver plein de blogs spécialisés. Alors, je vous montre un petit exemple juste ici. Là, par exemple, nous, on est parti au Sri Lanka. Il y a un blog qui s'appelle Tong et Sri Lanka. C'est un blog qui est spécialisé et qui est vraiment exceptionnel. Vous avez plein de ressources, plein de bonnes idées pour préparer votre voyage, y compris pour les photos. Donc, c'est intéressant. Après, tout ce qui est forcément documentaire, là aussi, sur Arte, etc., vous avez des documentaires, National Geographic, enfin bref. Aussi, tout ce qui est forum et groupe de discussion, notamment sur Facebook. Si jamais vous avez un compte Facebook, je vous invite vraiment à l'utiliser parce que là aussi, vous tapez la destination dans Facebook et vous avez des groupes de voyageurs où vous allez pouvoir trouver plein d'indications. Et si jamais vous avez besoin d'indications précises, n'hésitez pas à poser vos questions. Le monde du voyage, c'est une communauté qui est assez soudée et très solidaire. Et souvent, vous avez des réponses de personnes qui sont même sur place, qui sont sur le voyage et qui, du coup, sont très actifs et qui vont vous aiguiller. Ça, c'est vraiment intéressant. Et enfin, pour préparer aussi, pour avoir une petite idée, je vous invite à aller sur Flickr. Dans la barre de recherche, là, vous voyez, j'ai mis un exemple, New York. Vous tapez le nom de la destination. À défaut, le but, c'est pas de plagier ou quoi, c'est juste pour se donner des idées, de trouver des ambiances, etc. Et ça permet en amont de se dire, tiens, je vais pouvoir faire ça, par exemple. Ensuite, avant de partir, moi, ce que j'aime bien aussi, ça me prend pas mal de temps, c'est de trouver des spots ou des lieux qui sont intéressants. Alors, ça, c'est notamment sur Google Maps. Et Maps, c'est sans doute le site que j'utilise le plus pour à peu près tout. Là, vous voyez, je vous ai mis un exemple de l'Islande. Chaque point que vous avez, ce sont des spots parce que avec Laurent, on a visité la péninsule ici de Snøfellsnes et aussi tout le sud jusqu'au Vestrahorn. Et là, vous voyez, tous les points, ce sont des points d'intérêt, que ce soit par exemple des spots photos, mais pas que. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les sauvegarder. Et donc, à partir du moment où vous avez fait sur
on va dire des blogs, etc. Vous allez trouver des choses qui vous intéressent. Vous allez les voir sur Maps. Et l'avantage, vous voyez, c'est que par exemple, sur Maps, vous avez tout ce qui est les Street View. Ça vous permet d'être sur le lieu, de prévisualiser en amont sans même y mettre les pieds. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Vous avez souvent des 360 au drone notamment, qui vous permettent de vraiment prendre de la hauteur et de voir un spot dans son entièreté. Voilà. Et surtout, après, il faut bien penser à les sauvegarder. Petite astuce, n'hésitez pas à le télécharger en hors ligne sur votre téléphone avant de partir, parce que selon où vous êtes, déjà, vous n'avez pas forcément Internet en voyage. Et là, l'avantage, c'est que vous avez la carte qui est hors ligne sur votre téléphone. Ça ne consomme pas de données et vous avez surtout l'information en temps réel. Comme ça, vous pouvez vous repérer, etc. Je vous conseille vivement de le faire. Et ça, c'est quelque chose, nous, qu'on fait systématiquement. Par ailleurs, quelque chose de très intéressant aussi, c'est une fois que vous avez défini, par exemple, un spot qui pourrait vous intéresser, c'est de trouver le meilleur moment pour y être. Alors, c'est assez classique, mais ça fonctionne toujours bien. Vous savez, les outils de localisation du soleil, notamment, mais pas que. Vous pouvez aussi localiser la Lune ou même la Voie lactée, hein, si vous êtes fan d'astro. Et là-dessus, vous avez deux ressources, moi, que j'utilise principalement. Sur Internet, sur un ordinateur, j'utilise ici donc Photo Ephemeris, qui existe aussi en application pour iPhone, qui a été supprimé sur Android, qui coûte 9,99 €. Donc sur le web, vous pouvez créer votre compte gratuitement. C'est juste, il va falloir payer si vous voulez plus de fonctionnalités, mais la version gratuite suffit largement. Et puis sur mobile, moi j'utilise une application qui est bien connue des photographes qui s'appelle PhotoPills, qui elle aussi est payante, mais qui vaut vraiment le coup, où vous avez là aussi la position du soleil, la lune, la Voie lactée, mais pas que, le calcul de l'hyperfocale, etc. Enfin bref, c'est franchement une super appli. Néanmoins, vous avez bien évidemment aussi des applications gratuites. Je vous ai mis un exemple ici, par exemple Sunlocator. Voilà. Là, ça fait le job, c'est juste pour savoir où le soleil se lève et se couche. Mais au moins, sur un spot, ça vous permet en amont de savoir si vous voulez faire des photos, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux y être plutôt le matin ou plutôt le soir, notamment en fonction de la saison. Un petit truc en plus, c'est aussi d'anticiper notamment les déplacements, toujours sur Google Maps. Ça peut être très utile parce que des fois, on ne se rend pas compte, à l'échelle d'une destination, les temps de trajet qu'il peut y avoir. Néanmoins, alors il faut prendre beaucoup de recul. C'est du recul notamment par rapport à la saison. Vous voyez, là, je vous ai mis un exemple en Islande. En Islande, on va dire que quand il fait beau, il n'y a pas tellement de problèmes. Cependant, vous avez régulièrement, par exemple, des routes qui sont fermées à cause des conditions météo ou, par exemple, je ne sais pas, un éboulement ou quoi. Et puis, par exemple, si vous allez en montagne, il faut faire attention parce que des fois, Maps, il va vous faire passer par un col, mais une partie de l'année, le col, par exemple, peut être fermé. Et ça, Maps ou Waze ne le savent pas forcément. Et puis, deuxième chose aussi, il faut prévoir, par exemple, si vous allez dans des milieux urbains, tout ce qui touche, par exemple, je sais pas, aux bouchons, aux accidents, ce genre de choses. Et ça, c'est pas depuis votre canapé en amont que vous pouvez l'anticiper, par exemple. Ensuite, forcément, avant de partir, il faut faire son sac. Et là, en voyage, ce qui est compliqué, ça dépend notamment quel mode de transport vous allez prendre. Si vous voyagez en France, etc., vous prenez, je sais pas, vous prenez le train, vous prenez votre voiture. C'est pas forcément un problème. Néanmoins, généralement, on préfère quand même partir léger et c'est toujours le dilemme de savoir qu'est-ce que je dois emporter comme matériel lorsque je voyage. Alors, moi, j'adapte toujours mon sac, comme vous, je pense, hein, au type de voyage que je fais et selon le voyage, je ne vais pas emporter les mêmes choses. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un voyage urbain, ce qu'on appelle un city trip, je ne vais pas partir avec le même matériel que si je pars faire, par exemple, un séjour plutôt paysage en Norvège, par exemple. Là, je vous ai mis mon sac type pour un voyage paysage, par exemple. Donc, vous voyez, dans mon sac à dos, j'en prends un boîtier plein format avec un grand angle, un 16-35. C'est plutôt très polyvalent, couplé à un téléobjectif type 50-400 mm. Pour du paysage, c'est extra. Et ça, ce sont les deux objectifs que j'utilise le plus pour faire du paysage. C'est très polyvalent. Et puis aussi, j'ai un 10 mm qui là est extrêmement large pour des paysages, c'est top. J'ai également le drone plus la télécommande. Donc, c'est un drone qui est quand même un petit peu volumineux, donc il prend de la place. Également une pochette de filtre pour faire la pose longue, pour avoir des filtres GND aussi pour l'exposition, du polarisant, etc. J'ai toujours un petit appareil photo compact sur moi. Alors lui, là, il est dans le sac pour on va dire, le voyage, mais sinon, il est tout le temps dans ma poche. Et puis également, vous voyez, un petit trépied de voyage. Alors si je pars pour du paysage un peu complexe en Norvège ou en Islande, là, je vais partir avec un trépied qui est plus lourd pour faire voilà, de la plage, etc.
Ensuite, au niveau du matériel, là aussi, il y a pas mal de choses à prévoir. Et là, je vous fais à nouveau une liste non exhaustive. Mais moi, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de faire une checklist, hein, que ce soit sur feuille ou par exemple numérique. Ça vous permet d'éviter d'oublier des choses. Également, de penser à vider ses cartes avant de partir. Moi, je fais toujours ça. Je vérifie toutes mes cartes sur tous mes appareils pour ne pas me rendre compte finalement que ma carte est pleine une fois que je suis sur place. Ensuite, préparer ses batteries, c'est-à-dire les vérifier. Selon les boîtiers, par exemple, moi sur mon boîtier principal, j'ai 2 batteries par boîtier, sachant qu'avec Laura, ma compagne, on en a un chacun, donc au total, ça fait 4 batteries. Mais par exemple, sur mon petit compact, ce sont des petites batteries, et là, il m'en faut 3. Donc là, c'est pareil, je vérifie bien que j'ai mes 3. Ensuite, rassembler tout ce qui est chargeur et câble. Aujourd'hui, heureusement, il y a une normalisation de la charge par USB-C, mais vous avez encore certains chargeurs qui sont en micro USB pardon, notamment, donc il faut le prévoir. Ce que je vous conseille ici pour gagner de la place et l'efficacité, c'est notamment d'utiliser, là je vous l'ai mis sur l'image, un chargeur multiport, et ça c'est un chargeur en charge rapide. Donc ça vous permet, vous voyez, vous avez 3 ports USB-C plus un USB-A, le tout en 100 watts. Et ça, c'est très pratique pour charger vite et charger surtout plusieurs appareils en même temps. Également, si vous partez à l'étranger, vérifiez bien sûr le type de prise, hein. Vous voyez, au Sri Lanka, quand on est parti, il y avait, pour un même pays, vous aviez 2 types de prises différents, et dans une chambre, vous pouviez avoir 2 prises différentes. Donc c'est un peu problématique. Après, nettoyer son ou ses capteurs, si vous avez plusieurs appareils et votre matériel. Si vous savez le faire, faites-le à la maison. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir un professionnel et faites-le nettoyer, parce que ça évite d'avoir des tâches tout le long du voyage sur des centaines ou des milliers de photos. Moi, j'emporte toujours sur moi, petite astuce, j'emporte toujours avec moi un kit de nettoyage, notamment si je pars un peu longtemps, parce que si j'ai une tâche, bah, au moins ça me permet de l'enlever plutôt que de passer ensuite des heures à enlever des tâches en post-traitement. Ensuite, je vérifie toujours mon sac, savoir si j'ai tout ce qu'il faut en termes d'accessoires, télécommande. La télécommande, par exemple, je vérifie les piles parce que j'ai une télécommande sans fil. C'est pas une fois que je suis devant ma cascade à l'autre bout du monde, par exemple, que je dois me rendre compte que finalement la pile est usée. Ensuite, remettre à l'heure ses boîtiers, notamment si vous en avez plusieurs. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose dont on se rend compte, c'est que les boîtiers ne sont pas des horloges suisses. Ça dérive très vite. Et donc, moi, si je ne le fais pas avant de partir sur nos 2 boîtiers plus les autres boîtiers, bah, en fait, on a des décalages assez importants au niveau de la bibliothèque dans Lightroom. Et enfin, avoir des lingettes de nettoyage, notamment quand je fais pas mal de paysages de bord de mer. C'est vrai qu'avec les embruns, ça salit très vite les lingettes, et après, avec des lingettes sales, on salit plus qu'on ne nettoie. Enfin, dernier petit conseil, pour le voyage, je vous conseille notamment de rassembler les factures de votre matériel, notamment des choses les plus chères. Si vous allez dans certains pays où vous avez, on va dire, la corruption, et cetera, vous pouvez tomber sur des douaniers, par exemple à l'aéroport, qui sont un peu zélés et qui vont vous demander les factures pour prouver que vous avez bien votre matériel qui est à vous, que vous ne l'avez pas acheté dans le pays, et donc devoir payer des taxes. Donc moi, j'ai toujours un petit dossier où j'ai 2 choses. J'ai 1, toutes les factures de mes boîtiers, mon drone, et cetera, et 2, ça m'amène au point suivant. Je vous conseille d'être au point, si vous utilisez un drone, sur la réglementation locale qui est très différente d'un pays à l'autre. Donc là, j'ai aussi dans mon petit dossier, j'ai aussi tous mes papiers pour le drone, l'assurance, mes déclarations de télépilote, et cetera. Et par exemple, dans l'Union européenne, vu que je suis télépilote professionnel, j'ai aussi mon certificat de télépilote, j'ai tout ce qu'il faut, l'assurance, et cetera. Ensuite, une batterie externe, ça peut toujours servir, que ce soit pour votre téléphone ou même pour recharger un appareil photo. Je sais pas, vous faites de la randonnée, vous voulez faire recharger, ça charge pendant que vous marchez. Et puis enfin, prévoyez plusieurs petites cartes SD plutôt qu'une seule volumineuse. Ça, c'est un conseil que je donne toujours, parce que une carte SD, notamment si vous allez dans des milieux un peu complexes, hein, c'est pas infaillible, et il vaut mieux segmenter ses sauvegardes et si possible faire des backups, plutôt que d'avoir tout sur une carte. Et si votre carte meurt et que vous n'avez pas de double sauvegarde notamment et pas de backup, ben dans ce cas-là, vous avez tout perdu. Et ça, en voyage, c'est pas top. Maintenant, on arrive sur le pendant, donc le pendant le voyage. Et là, il y a la question notamment de si vous prenez l'avion. Alors là, moi, j'ai énormément de questions de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, et cetera, ou même sur mes stagiaires, de savoir qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je ne peux pas prendre. Petit point rapide. Tout d'abord, votre matériel, ça c'est une règle pour moi qui est non négociable, il doit toujours voyager avec vous en cabine. C'est-à-dire que si vous prenez une compagnie low cost, par exemple, il y a souvent le cas il y a trop de bagages en cabine, on vous propose de le mettre gratuitement en soute. Quand c'est comme ça, vous refusez systématiquement avec le sourire, et puis généralement ça pose pas de problème.
mais il ne faut pas céder là-dessus parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Moi, je veux toujours l'avoir au-dessus de moi dans l'avion. Deuxième chose, si vous avez un trépied, mettez-le en soute. Pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a pas de règle. Cependant, il est possible que, en fonction de la personne qui va faire le contrôle de sécurité, cette personne puisse considérer qu'un trépied, ça peut être une arme. Et donc, on peut le confisquer. Moi, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que je le mets toujours en soute et au moins, il n'y a pas de problème. Je le cale très bien dans mes affaires. Et voilà. Donc, moi, je prends pas le risque. Tout ce qui est perche, et cetera, c'est pareil, tout part en soute. Également, tout ce qui est filtre en verre, bah, vous pouvez le transporter sans aucun problème. Moi, j'ai des filtres en 100 par 100 ou en 150 millimètres. Souvent, on me demande, mais ça pose pas de problème ou quoi? Bah non, en même temps, vous montez dans l'avion avec vos lunettes, donc ça reste du verre. Le verre n'est pas interdit. Également, attention à la taille de votre sac, notamment pour les compagnies low cost. Moi, j'essaie toujours de faire attention là-dessus. La question du poids n'est pas vraiment un problème parce que généralement, le poids va poser problème si vous avez un gros sac. Gros sac, pour les agents de compagnie, égale lourd, alors qu'un sac qui est assez compact, même si en photo, on dépasse généralement les 7-8 kilos, hein, c'est vite, en cabine, ça pose pas vraiment de problème. Ensuite, à avoir sur soi les factures de son matériel pour la douane, parce qu'il suffit pas juste de les imprimer, il faut les avoir sur soi, pas de les mettre en soute, hein, si on vous les demande. Tout ce qui est batterie doivent être obligatoirement en cabine avec vous et surtout pas dans vos bagages en soute, hein. Ensuite, si vous partez, ça c'est une petite anecdote qui c'est un peu perdu, mais quand même. Moi, je pars aussi avec de l'argentique en voyage et systématiquement, il faut demander à ce que vos pellicules, déjà vous les avez avec vous hein, en cabine, mais surtout les pellicules, demandez à ce qu'elles ne passent pas aux rayons X. Pourquoi? Parce que les rayons X peuvent attaquer vos pellicules et créer du voile et donc ça peut flinguer vos pellicules. Et ça, c'est notamment en fonction de la sensibilité de la pellicule, hein. Plus une pellicule est sensible et plus elle va être touchée par les rayons X. Voilà. Donc ça, il faut demander. Les agents sont généralement habitués, sont toujours un peu surpris. Mais voilà, moi, on m'a déjà contrôlé aux explosifs mes pellicules, mais ça pose pas de problème. À chaque fois, ça se fait volontiers. Ensuite, bah, sur place, il faut gérer au mieux et il faut gérer au mieux notamment tout ce qui touche eh bien, aux prévisions météo. Alors là, il y a des tas d'applications, vous avez sûrement les vôtres. Moi, à l'étranger, j'ai mes petites habitudes, même en France, hein. J'ai deux applications principalement que j'utilise. Météo Blue, qui elle est un peu mon bulletin météo qui fonctionne bien, que je couple avec Météo et Radar, parce que Météo et Radar, au-delà du fait que les prévisions sont plutôt fiables, vous avez aussi le radar qui vous annonce les nuages, l'état des plaques nuageuses, et vous avez également tout ce qui touche aux précipitations. Et aussi, là, vous voyez, par exemple, tout ce qui est en bleu, c'est de la pluie. Tout ce qui est en rose un peu, rose magenta, là, c'est plutôt de la neige. Heu, Localement, selon des régions du monde, ça peut être très intéressant aussi de travailler avec l'équivalent national de Météo France. Je vous donne un exemple très concret. En Norvège, aux îles Lofoten, par exemple, la météo est très, très variable de par la situation géographique et les 2 applications ici qui sont plutôt généralistes ne fonctionnent pas aussi bien que, par exemple, la météo norvégienne du site, donc yr.no, donc c'est, la météo norvégienne publique et là, les prévisions sont souvent très fiables au point que vous pouvez savoir, dans les 15 minutes si, par exemple, vous allez vous prendre, un mur de neige sur la tête et je peux vous assurer que ça fonctionne très bien parce que, moi, à chaque fois, ça m'a bien sauvé, la mise en Norvège. Ensuite, il y a des aléas X, Y, Z qui peuvent arriver en fonction de là où on est, notamment, vous voyez, si vous êtes en bord de mer, si vous n'êtes pas habitué au bord de mer, moi, je vis en bord de mer sur la côte d'Opale, donc je suis habitué, mais de regarder les marées. Alors, vous avez des endroits où vous avez un marnage, c'est-à-dire l'écart entre la marée basse et la marée haute qui est très faible, donc les marées ont pas vraiment d'importance. Si vous allez par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel en vacances, bon ben voilà, là il faut y penser, vous avez un écart qui est très important. Également, si vous allez dans les hautes latitudes, il faut se renseigner sur les aurores et en plus on en a de plus en plus régulièrement aussi à nos latitudes. Moi j'utilise 2 applications principalement qui fonctionnent bien, Aurora Forecast 3D et My Aurora Forecast, les 2 sont gratuites. Comme pour la météo, il ne faut pas en prendre juste une, hein, il faut coupler les données et c'est en les croisant qu'on arrive à avoir des données plus fiables, même si les aurores, bien évidemment, c'est quand même, il y a une part de variabilité. Quand vous êtes à l'étranger, il y a quelque chose aussi qui peut être important avant qu'on parle vraiment de photos, c'est aussi la question de l'échange avec les personnes avec qui vous êtes. Alors, si vous parlez bien anglais, aujourd'hui, dans le monde mondialisé dans lequel nous sommes, l'anglais vous permet quand même de très bien s'en sortir et la plupart des gens, au moins baragouinent un peu l'anglais. Il y a quand même une part des personnes, notamment si vous êtes dans des pays pas très développés où, les gens ne parlent pas anglais et auquel cas, on peut se dire que la langue est une barrière. Nous, on utilise notamment l'application, Google Traduction
qui s'est réellement amélioré avec l'IA, où vous avez un mode conversation qui marche très très bien. Vous parlez et ensuite vous avez la traduction écrite plus orale, c'est-à-dire que l'appli va parler et va parler dans la langue. Et surtout, chose très intéressante, c'est comme sur Maps, vous pouvez télécharger en hors ligne la langue. Donc, vous voyez, je vous donne un exemple concret. En Indonésie, là, cette dame, on était dans un marché et en fait, elle parlait pas du tout anglais. Et j'ai sorti mon téléphone, je lui ai demandé bonjour, comment allez-vous? Donc, Selamat pagi, apa kabarmu en indonésien. Et en fait, elle a fait un sursaut parce qu'elle elle avait jamais vu ça. Donc, ça a créé de suite du lien et surtout, on a pu discuter un petit peu. C'était très intéressant et l'application fonctionne très bien. Et surtout, les gens sont surpris. Ça montre aussi que vous avez envie de discuter avec eux. Ça crée immédiatement quelque chose. Maintenant, on arrive forcément sur la question de la photographie en voyage. Et pour avoir un fil conducteur, je vous parlais d'un voyage que j'ai fait récemment, donc c'était l'été dernier, c'était l'Indonésie, pour vous expliquer un petit peu à travers quelques photos notamment, un petit peu comment je l'ai photographié. Alors l'Indonésie, c'est une destination avec Laura qui nous a toujours attirés parce que déjà il y a des paysages naturels incroyables et moi les volcans c'est quelque chose qui me fascine par exemple. Et puis il y a aussi l'avantage de l'Asie, c'est notamment toute la vie culturelle, la vie locale, la vie de rue, etc. Donc là vous voyez par exemple moi, sur ce type de photo, ça c'est à gauche, c'est une cascade. Donc les deux sont sur l'île de Java. C'est magnifique. Là, vous avez une cascade qui s'appelle Koban Sewu, qui est comme en forme de cirque. Et ici, vous voyez, ça c'est photographié au drone. Et derrière, vous avez un volcan qui s'appelle le Semeru, qui est un volcan actif, hein, qui crache souvent. Vous allez comprendre juste après. Et là, vous voyez cette photo, par exemple, c'est un mix de photos en panorama pour faire tout rentrer et surtout aussi en bracketing parce que vous avez le soleil qui s'est levé et qui brille très fort. Et là, il est à peu près, doit être dans les 6 heures du matin à peu près. Voilà, donc c'est un endroit qui est vraiment top, mais si vous descendez en bas, là, c'est Tahiti douche, hein. Vous êtes bien mouillé. Sur la photo de droite, on est sur un volcan qui est un peu plus connu, qui s'appelle le Bromo, qui est un lieu incroyable dont je vais vous parler juste après. Et là, c'est pareil, c'est au drone. Et ce qui est un peu compliqué, ça se ressent sur l'image, c'est que il y a souvent beaucoup de brume et les conditions sont un petit peu plus difficiles pour faire des photos, mais c'est quand même très intéressant. Donc ça m'amène à la photo suivante. Donc ça, c'est un peu la photo type au volcan Bromo. Et là, vous retrouvez le fameux Semeru dont je vous parlais précédemment et en tant que volcan actif, hein, qui crache régulièrement, donc à peu près tous les quarts d'heure, hein, il sort son petit lot, son petit crachat de fumée. Et c'est assez impressionnant, et surtout quand vous allez au Bromo, donc c'est un des rares endroits dans le monde où vous pouvez vraiment monter sur un volcan actif, où vous sentez la terre qui tremble et vous prenez surtout la fumée remplie de soufre. C'est une expérience assez singulière. Donc là, vous voyez, ça c'est au lever de soleil. Au-delà de la photo, c'est une expérience même humaine, hein, qui est quand même assez folle. Moi, j'aime beaucoup photographier aussi en noir et blanc. Et ça, vous voyez, cette photo, elle est faite avec mon petit appareil photo compact, donc à 40 millimètres. Et là, vous voyez, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'en noir et blanc, ça permet aussi d'accentuer les contrastes de lumière, notamment sur, vous voyez en bas, la caldeira qui est recouverte de nuages. Et surtout aussi tous les contrastes ici de texture. Ça, c'est l'avantage du noir et blanc. Pareil, avec un filtre rouge, ça permet d'assombrir en fait le ciel bleu et donc d'avoir cette profondeur ici. Donc là aussi, ça crée du contraste. Alors pour vous montrer un peu l'envers du décor, une petite astuce, hein, quand vous êtes sur ce type de spot, c'est que même si vous êtes, par exemple, là, il est quelle heure il est peut-être 5h30 du matin. En fait, vous avez énormément de monde parce que à Java, c'est pas très touristique, mais ça fait partie quand même des quelque chose incroyables à voir. Et là, en fait, vous avez beaucoup de touristes asiatiques qui viennent voir, sauf que, ici, c'est Disneyland, hein. Vous avez, beaucoup de monde, vous le voyez. Ça, c'est, depuis un spot qui s'appelle King Kong Hill, là où les touristes vont, parce qu'en fait, les touristes, ils se font monter en jeep sur la montagne. Nous, on l'a fait, on l'a grimpé, hein. Nous, on l'a fait, on est parti en pleine nuit, on a grimpé. Et surtout, j'avais repéré en amont quand même, ici sur une ligne de crête, j'avais repéré ce spot où on était tranquille et surtout, on avait une meilleure vue en plus sur le Bromo. Juste quand même, c'était assez impressionnant parce qu'on est arrivé de nuit à la frontale et en fait, j'avais pas réalisé en pleine nuit que devant moi, à droite là et derrière moi, en fait, il y avait 200 mètres de dénivelé. Et là, si vous glissez, Heu, voilà, vous êtes 200 mètres plus bas. Mais bon, voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut quand même anticiper et c'était un très, très beau moment quand même, le Bromo, c'était une belle expérience. Au-delà de ça, c'est vrai qu'en voyage, ce qui est un peu compliqué et ça c'est quelque chose, il faudrait même, plus qu'un webinaire pour en parler, c'est de sortir des compositions classiques, quoi. La photo un peu, vous savez, carte postale et cetera et pour ça,
il faut un peu réfléchir et notamment, il faut bien s'exercer, je pense, déjà à la maison. C'est-à-dire que si on est à l'aise avec ça, même sans dire d'aller à l'autre bout du monde, de photographier de manière un peu plus complexe, j'ai envie de dire, en voyage, on va pouvoir l'appliquer. Je vous donne un exemple ici, par exemple. Là, vous voyez, ça, c'est un temple qui s'appelle Prambanan, toujours à Java. C'est le plus grand temple hindouiste de toute l'Indonésie. Et ce temple, il est incroyable, mais nous, on avait décidé d'y aller en fin de journée, avant la fermeture, parce qu'il y avait moins de monde, et puis également parce que c'était le coucher de soleil. Et là, vous voyez, pour bloquer les gens qui étaient sur la droite et sur la gauche, ce que j'ai fait, c'est que avec mon objectif 10 millimètres, je me suis collé dans le temple qui était en face et ça m'a permis déjà de créer un cadre qui reprend la silhouette du temple et surtout de cacher tout ce qui était, tout ce que je voulais cacher, quoi. Donc ça me permet à la fois de faire ce qu'on appelle le cadre dans le cadre, de donner une structure à ma composition et en même temps de cacher tout ce que je veux, cacher. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces. Par exemple, si vous avez de la végétation ou quoi, collez votre appareil dans la végétation, ça crée, de la couleur et cetera et en même temps, ça permet de cacher notamment au premier plan, les gens ou je sais pas, des poubelles ou quoi que ce soit. Également en voyage, moi je conseille toujours de se dire, il faut toujours réfléchir à comment je peux tirer profit notamment, de la base de la photo, c'est du triangle d'exposition. Il faut être à l'aise avec ça parce que selon les situations, notamment en utilisant les modes semi-automatiques, hein, vous savez, soit le mode priorité à l'ouverture ou par exemple le mode, priorité à la vitesse, ça vous permet d'être assez réactif, notamment sur les boîtiers modernes, hein. Vous pouvez vous créer, vous savez, des profils prédéfinis. Vous pouvez faire un mode, je sais pas, un mode photo de rue, un mode portrait, un mode paysage, et cetera. Ça vous permet d'être actif. Là, typiquement, sur le portrait ici du singe, moi j'aime bien cette photo parce que on a l'impression qu'il attend le bus. Il est assez pensif. La seconde d'après, on voyait ses dents qui étaient assez énormes. Lui, c'était le mâle alpha du groupe, donc il était très méchant. Mais voilà, là, il avait un moment de calme. Mais vous voyez, là, c'est pris à f2.8 avec un téléobjectif. Donc forcément, ça permet d'avoir beaucoup de bokeh en arrière-plan. De l'autre côté, là, vous avez une photo qui est très différente en photo de rue. Et là, par exemple, ce qui va primer, c'est plutôt la gestion de la vitesse. Là, je suis à 1/60e de seconde. Et cette vitesse plutôt lente, elle est, on va dire que j'ai un peu expérimenté sur le moment pour arriver en fait à avoir devant les scooters qui sont flous. Parce qu'à 1/60e, ils sont proches de moi, donc forcément, ils sont floutés. Par contre, le scooter qui est au milieu, ici, lui, il est net parce qu'à 1/60e de seconde, son temps de déplacement n'a pas le temps de créer du flou. Et donc, ça permet d'avoir cette composition et cet équilibre au niveau de l'image. Voilà. Donc, on peut s'amuser comme ça avec son triangle d'expo. Et après, bien sûr, la sensibilité ISO est plus une variable d'ajustement qu'autre chose. Également en voyage, ce qui est intéressant, forcément, et notamment là en Indonésie, c'est de photographier les personnes. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore faire parce que là, ça dépasse le cadre de la photo. C'est aussi, la photo, pour moi, c'est plus un prétexte aussi pour créer du lien avec les gens. Et pour ça, l'Asie, c'est vraiment génial parce que on fait souvent de très, très belles rencontres et les gens sont très ouverts à la rencontre. Moi, je considère bien plus, par exemple, que dans nos pays occidentalisés où on est souvent on a une forme de distanciation vis-à-vis d'autrui, alors qu'en Asie, les gens sont souvent très curieux et on peut très vite créer du lien. Là, vous voyez, je vous montre 2 exemples. Le fait d'insérer quelqu'un dans le cadre, ça crée quelque chose. Ça, c'est les 2 photos ont été prises, vous voyez, c'est très coloré dans une ville qui s'appelle Malang, et Malang, en fait, les habitants, ils ont décidé de peindre leur quartier parce que c'était pas du tout une ville touristique et ils se sont dit: «Bah, voilà, ça va être l'occasion de avec notamment Instagram et cetera, d'attirer le chaland». Alors il y a quand même pas beaucoup de touristes, mais en attendant, c'est très sympa et là, vous voyez à gauche là, il y a des enfants qui étaient en train de jouer au foot et vous voyez un pied qui traîne et ça, c'est, son petit copain là qui est en train de courir et vous voyez, j'étais tapi dans l'ombre avec mon petit appareil photo compact et en fait, j'attendais et à un moment, il a tourné le regard et là, vous voyez à nouveau la technique du cadre dans le cadre, hein. J'ai, le mur ici, tac, voilà, j'ai capturé l'instant et son regard et à droite, c'était dans la même ville, on passait sur une passerelle et j'avais fait cette photo au départ sans les enfants et la photo était sympa parce que ça crée, une ligne directrice, hein, ça crée vraiment quelque chose dans la composition. Mais j'ai entendu les enfants arriver, donc j'ai attendu, j'ai bien préparé mon cadre et j'ai attendu simplement qu'ils descendent et à un moment donné, en plus, instant de grâce, ils se sont arrêtés et là, c'était génial parce que déjà leur uniforme était coloré et puis en prime, ils se sont arrêtés, ils regardaient vers le bas. Bah, alors là, ça faisait la photo, quoi. C'est-à-dire, là, vous avez votre regard qui suit l'escalier et voilà. En plus, avec les couleurs, c'était plutôt très sympa. À nouveau, ça, c'est fait avec un appareil photo compact, hein. C'est pas avec un appareil photo, avec un méga objectif ou quoi, c'est juste avec un petit compact expert. Heu,
Maintenant, comment photographier les personnes quand vous êtes en voyage? Là, il y a plusieurs solutions. Solution 1, être discret, si vous êtes un peu timide ou si vous voulez un peu vous lancer. Dans ce cas-là, essayez de vous cacher. Si vous voulez être un peu loin, photographier avec une longue focale, notamment un téléobjectif. Ça permet aussi de créer facilement du bokeh, détacher votre sujet. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant quand même en photo de rue notamment, c'est d'insérer notre sujet dans son décor. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher un petit peu. Mais voilà, là vous voyez par exemple cette dame, je me suis mis derrière, toujours avec mon petit compact, et elle m'a pas vu. Et vous voyez, ça m'a permis de capturer ce moment. Et en plus, il y a 2 personnes derrière qui sont en train de manger une glace. Donc ça, c'était assez délicieux. Là, pareil, là, on est dans un marché, toujours à Java. Et là, vous voyez, ça, c'est une capture vidéo parce que Laura, vu qu'on filme nos voyages en même temps, Laura filmait à ce moment-là. Donc là, vous voyez, je suis en train de travailler. Là, c'est pareil, j'ai un appareil photo compact. Et là, je suis un peu tapis dans l'ombre. Et là, vous avez par exemple, la photo. Et 2e solution, à mon sens, qui est ma préférée de loin, c'est vraiment rentrer dans l'échange. Là aussi, ça peut être un peu dissuasif, mais comme je vous ai dit au départ, si vous parlez un peu anglais, même si vous ne parlez pas très bien anglais, ça peut suffire largement. Auquel cas, vous avez aussi Google Traduction. Et au pire du pire, vous savez, il y a les mains, il y a votre téléphone, vous pouvez montrer des images. Il y a un petit bouquin, moi j'avais acheté à mon père, parce qu'il parle vraiment pas anglais, qui s'appelle le J'ai pas les mots. C'est G, la lettre G, pas les mots. Et en fait, c'est un petit livre où vous avez des dessins qui représentent les trucs vraiment basiques de la vie. Vous montrez ça et les gens, ça les fait beaucoup rire parce que c'est des dessins pour enfants et ça fonctionne bien. Alors, comment rentrer dans l'échange? En fait, soit vous allez voir les gens, mais généralement pour créer du lien, moi j'ai toujours un truc qui fonctionne et je vais vous donner un exemple, mais c'est 2 choses. Un, le regard. Vous regardez les gens et si votre regard s'accompagne d'un bon sourire, généralement, ça fonctionne. Et ça, c'est un peu, vous savez, c'est la canne à pêche, moi, je trouve. Et après, il suffit de dire bonjour. Et astuce aussi, nous, on apprend toujours des mots dans la langue du pays dans lequel on va. Alors, en plus, en Indonésie, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a l'indonésien. Mais après, sur chaque île, ils ont des langues vraiment propres à chaque île. Donc, vous allez à Java, ils parlent le javanais. Vous allez à Bali, ils parlent le balinais. Vous allez à Lombok, ils parlent le lombokien, etc. Mais à chaque fois, on apprenait des mots et dans la langue de l'île. Et quand vous dites bonjour, par exemple, dans la langue de l'île, là, les gens sont hyper surpris parce que la plupart des touristes font pas cet effort. Et de fait, ça crée du lien parce que ça montre aux gens que vous voulez aussi voilà, créer du lien avec eux. Donc là, vous voyez, ça, c'était toujours dans ce marché. Et là, vous me voyez en train de prendre la photo. Et il y avait cette petite fille ici qui était avec sa petite sœur et sa maman. Et en fait, elles étaient en train de manger dans un warung, donc c'est les petits restaurants en Indonésie. Et en fait, la petite, quand elle m'a vu et qu'elle m'a vu avec mon petit appareil photo, en fait, elle a décidé de venir me voir. Et incroyable, elle avait 11 ans, elle s'appelait Tiara. Et en fait, on a discuté avec elle, mais c'était un moment génial. Vous voyez, rien qu'en parlant, j'ai des frissons. Et en fait, on a discuté de plein de choses, de voilà, d'elle, de nous, de d'où on venait, etc. Elle était très contente parce qu'on était dans un endroit où il y avait vraiment très, très peu de touristes. Donc elle était assez surprise de nous voir, surtout dans cette partie du marché où là, pour le coup, il y a jamais de touristes qui y vont. Et donc à la fin, je lui ai demandé, voilà: «Est-ce que je peux te prendre en photo?» Elle a accepté volontiers. Alors bien sûr, j'ai demandé, à sa maman également. Et puis voilà, ça permet de ramener des beaux portraits et surtout, vous voyez, d'avoir des beaux souvenirs. Et comme je vous dis, la chose toujours, c'est soyez souriant, soyez avenant. Et par exemple, en Asie, c'est carton plein, ça fonctionne toujours. Mais même, par exemple, vous allez aux États-Unis, les gens sont assez ouverts, etc. Et je vous dis, au-delà de la photo, ça permet de créer du lien. Et ça, souvent, ça ramène de beaux souvenirs. Maintenant, il y a la partie après le voyage, quand on rentre. Et là, il y a la question notamment de la sauvegarde. Alors la sauvegarde, moi, il y a la sauvegarde aussi pendant le voyage. Moi, sur mes boîtiers, donc sur mes boîtiers principaux, moi, j'ai tendance à toujours faire la double sauvegarde parce que j'ai 2 ports de carte. Par contre, je fais toujours quand même des backups, donc des sauvegardes, durant mon voyage parce que j'emporte toujours mon ordinateur, avec un SSD. Mais sinon, c'est toujours bien si on peut d'avoir une double sauvegarde. Auquel cas, sinon, ce que je vous conseille, c'est simplement si vous avez qu'un port de carte et que vous n'emportez pas d'ordi, faites des backups sur plusieurs cartes, c'est-à-dire n'utilisez pas la même carte tout le long, hein. Changez régulièrement de carte parce que si votre carte meurt, vaut mieux perdre une partie de son voyage que l'ensemble. Et après, en rentrant, là, moi, je fais des sauvegardes. Donc, ce que je vous conseille vivement, c'est de doubler les sauvegardes sur 2 espaces, 2 disques différents pour éviter les problèmes. Moi, par exemple, ma sauvegarde principale, elle est sur mon NAS, donc où j'ai une redondance, donc mes données sont sur plusieurs disques en double, plus après encore sur un autre disque. Et les données les plus sensibles sont carrément en plus sur un cloud. Voilà.
Moi, je sécurise énormément parce que c'est mon job. Donc forcément, pour moi, c'est une valeur très importante. Mais auquel cas, je vous conseille quand même d'être plutôt très attentif là-dessus parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre ses données. Et surtout quand vous avez fait un super voyage, si c'est perdu, c'est perdu. Après, il faut, stocker, trier. Donc moi, pour importer mes photos, pour les ranger, j'utilise, Lightroom, hein. Et Lightroom, moi, ça fait longtemps que j'utilise, ce logiciel parce que j'ai mes habitudes. Ça me permet de tout ranger, de tout, stocker et vous voyez, tout est rangé, par dossier. Là, par exemple, sur, voyage au Sri Lanka, vous voyez, il y a tout qui est par jour et cetera. Et c'est vrai que moi, dans ma nomenclature, j'aime bien mettre le nom de mon voyage. Ensuite, je mets la personne qui a fait, par exemple, vu qu'on a 2 fois le même boîtier, soit c'est Mathieu, soit c'est Laura, et après la date. Mais sinon, par exemple, sur, un petit appareil photo compact, je vais mettre le nom de l'appareil photo. Pour le drone, je vais mettre drone, et cetera. Et à défaut, ça me permet comme ça de bien me repérer au niveau de mon tri, de mes photos. Ensuite, bah, c'est vrai que déjà sur le terrain, moi je fais un tri, on va dire, au fur et à mesure, hein. Notamment, moi j'ai toujours l'habitude de vérifier quand, je fais mes photos, si elles sont nettes, si le cadre est bon, parce que c'est pas une fois que je rentre, chez moi que je dois vérifier. Et ensuite quand, je rentre, bah, déjà je fais, un tri lorsque j'importe mes photos, où là, avec les 2 touches magiques, dans l'importation Lightroom, le P et le X, c'est pour, conserver ou rejeter, ça me permet de faire un premier tri. Et ensuite, bah, je vais utiliser le système d'étoiles, hein, pour mettre des hiérarchies. Là, vous voyez, toutes ces photos-là sont des 5 étoiles, donc ça veut dire des photos qui me plaisent vraiment beaucoup. Des photos qui me plaisent un peu moins, je vais les mettre en 3 étoiles, par exemple. Des photos sur lesquelles j'ai plus un doute, on va dire, je vais mettre 1 étoile. Après, j'utilise les couleurs aussi, notamment, pour m'informer sur, moi, mon état d'avancement dans mon processus d'édition. Par exemple, je vais utiliser le rouge pour dire: «Cette photo, OK, je l'aime bien, mais elle est à éditer». C'est-à-dire que c'est une photo brute, maintenant elle est éditée. Lorsqu'elle est jaune, pour moi, ça veut dire qu'elle est en cours d'édition. Par exemple, des fois, j'ai pas fini, puis je dois y revenir ou, je l'ai envoyée dans Photoshop et cetera. Quand elle est en vert, alors là, il y en a pas, mais quand elle est en vert, ça veut dire qu'elle est prête, elle est terminée, mais je ne l'ai pas encore exportée. Et une fois que je l'ai exportée et qu'elle est dans mes fichiers exportés, beh, je la mets en bleu et comme ça, au moins, je sais que j'ai pas besoin de la réexporter. Voilà, ça, c'est un petit peu mes codes, c'est personnel, hein, là-dessus. Le but, c'est d'avoir la nomenclature qui, bah, nous convient le mieux. Alors, quand même, petite chose, je vous montre mon bureau parce que, c'est quelque chose d'important, mon setup de travail. Moi, vu que la photo, c'est mon job, bah, c'est vrai que je me suis créé un espace de travail aussi qui me convient beaucoup. Alors, vous voyez ici, moi, je travaille avec 2 moniteurs. Donc, un qui est horizontal, je vais vous expliquer pourquoi juste après, un qui est vertical et vous voyez au milieu, j'ai notamment ma caméra parce que, je crée beaucoup de contenu pédagogique, notamment en ligne et donc, ma caméra est au milieu et là, vous voyez, bah, je vous regarde tout simplement parce que c'est cette caméra qui est en train de me filmer et après, beh, voilà, j'ai d'autres petites choses sur mon bureau. Alors, au niveau de, mon setup de travail, je travaille donc principalement avec mon écran à gauche, qui est un écran donc horizontal de la marque BenQ et les 2 sont des écrans de, 27 pouces, ce qui m'offre un bon équilibre, hein, entre confort et en même temps au niveau de la taille et cetera. Donc le moniteur qui est à gauche, donc c'est un moniteur entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, mais c'est comme ça qu'on le qualifie, art graphique, donc, pour utilisation de photographes, donc qui est la référence exacte et c'est le SW272U. Alors pour revenir et je vais revenir sur quelques caractéristiques juste après qui me sont pour moi très importantes. C'est un moniteur donc qui est fait pour les photographes, sur lesquels on a des attentes précises lorsqu'on fait l'édition. Tout d'abord le large gamut, donc là qui dépasse l'Adobe, RGB, ça je vais en parler juste après. Deuxième chose très importante pour moi, c'est la fiabilité d'affichage. Ça aussi, je vais vous en reparler parce que moi, je veux un écran qui, réponde à, mes préoccupations, notamment d'avoir des couleurs qui soient les bonnes. Et ensuite l'ergonomie, ça je m'y arrête 2 secondes, parce que, quand moi par exemple, bah, je travaille toute la journée avec mon écran, bah, c'est vrai qu'il y a des choses importantes, la casquette pour, pas être distrait, pas avoir de reflets et cetera. Des ports USB, j'ai 2 ports USB-A sous l'écran, c'est très pratique pour brancher des choses et enfin la charge de 90 watts, c'est de la charge rapide et j'ai un Mac aussi et le Mac en fait, en USB-C, je peux directement envoyer l'image et en même temps mon Mac est chargé. Enfin bref, tout se fait par un seul câble et ça, c'est, en termes d'ergonomie, c'est très pratique. Alors, je m'arrête 2 secondes sur les 2 éléments que j'ai cités précédemment, le large gamut, donc la capacité d'avoir un large espace colorimétrique et ensuite la fiabilité d'affichage.
Là, ce que je vous ai mis pour un petit peu expliciter mon propos, donc ça, ce sont des représentations qui vont mettre sous la forme d'un diagramme ce qu'on appelle les espaces colorimétriques de référence. Là, vous avez ici ce petit triangle-là qui représente les couleurs qui sont prises en charge à l'intérieur du classique sRVB, qui est la norme sur le web, et à droite sur l'Adobe RVB ou RVB 98. Et vous voyez ce qui est en petit pointillé, ça c'est l'espace colorimétrique qui est pris en charge par mon écran, par une mesure que j'ai fait sur un logiciel qui s'appelle Gamut Vision. Et vous voyez, ce que j'en ai retiré, c'est que sur la fiche technique, mon écran peut prendre en charge 99% de l'Adobe RVB, notamment pour l'impression. Et vous voyez notamment que sur tout ce qui est violet, magenta, rouge, orange, jaune et vert, en fait, il va même au-delà. Et vous voyez, il est très largement au-delà pour tout ce qui est sRVB. Donc ça, c'est chouette de savoir que notamment, si je veux faire de l'impression, j'ai un écran qui va me permettre d'avoir des couleurs très saturées, sachant qu'ici, pour rappel, en gros, à l'intérieur du diagramme, les limites que vous avez ici, c'est la saturation que votre œil peut percevoir. Deuxième chose très importante, c'est la fiabilité des couleurs. Parce que moi, quand je fais l'édition, je veux à tout prix que la couleur que j'ai sous les yeux soit la couleur que mon écran doit afficher. Et ça, la CIE, c'est la Commission internationale de l'éclairage, donc c'est un consortium scientifique, a fixé par norme un indicateur qui s'appelle le delta E, qui mesure justement l'écart entre la couleur qui est envoyée par votre ordinateur, qui doit être la couleur affichée, et la couleur qui est réellement affichée sur votre écran. Et l'idée, c'est que cet indicateur, il va de 0 à 100, et en gros, entre 0 et 3, c'est très bon, et en dessous de 1, c'est exceptionnel dans le sens où aucun œil humain ne peut percevoir la différence. Grosso modo, c'est ça. Là, vous voyez, moi, avec ma sonde, ça, c'est ma dernière calibration, elle date d'il y a 2 semaines. Vous voyez, j'ai fait ici une petite capture d'écran. Vous voyez le delta E sur mes 24 couleurs de référence. Tous les delta E sont inférieurs à 1, donc ce qui veut dire que j'ai un écran qui est très, très fiable d'un point de vue de la qualité d'affichage. À côté, j'ai un deuxième moniteur, du coup, que lui, j'ai mis verticalement. Alors ça, c'est un moniteur, vous voyez, c'est le GW2780 chez BenQ. C'est un moniteur qui doit coûter dans les 150 €, qui est fait pour la bureautique, qui pour le coup a des caractéristiques d'affichage qui sont bien moins performantes que l'autre. Mais ça suffit largement. Pourquoi? Parce que déjà, pour l'édition, moi, c'est là où j'y mets notamment ma bibliothèque. Et ça me permet, en position verticale, d'avoir un flux de travail qui est très, très confortable, plus que si je l'avais en fait en large. Et plus largement, même pour mon flux de travail, pour du traitement de texte, pour de l'affichage web, c'est génial parce qu'il y a plein de choses qu'on lit en fait verticalement. Donc les deux sont très polyvalents. Donc voilà, là vous avez le setup type, j'édite et à droite, j'ai ma bibliothèque. Autre chose qui est très important pour moi quand je rentre de voyage, c'est de travailler, comme je vous l'ai dit, sur un écran qui m'affiche des bonnes couleurs, des bonnes conditions d'affichage. Et pour ça, forcément, ça passe par la calibration. Ça, je sais qu'on est beaucoup à le dire, mais il ne sert à rien de faire l'édition si l'écran sur lequel on travaille n'est pas au point. Donc, moi, je calibre tous les mois et surtout, je calibre en fonction de mes besoins. Et là, vous voyez, ça, ce sont mes paramètres généraux pour l'utilisation web pour la plupart de mes clients. C'est une utilisation web. Vous voyez, donc je suis à 110 nits de luminance pour mon écran. Je travaille en sRVB parce qu'à nouveau, c'est la norme, l'espace colorimétrique de travail pour le web. Et enfin, je travaille en D65 parce que là aussi, c'est le web. Et à nouveau, si par exemple, je veux faire de l'impression, là, je vais ajuster. Je vais me mettre en Adobe RGB. Je vais, par exemple, baisser ma luminance. Je vais travailler en D50, etc., etc. Et l'avantage, je l'ai mis ici, c'est que j'ai la petite télécommande qui va avec et qui me permet de changer tous ces paramètres d'affichage assez simplement avec l'écran. Pour terminer aussi, quelque chose de très important pour moi, et là c'est quelque chose, vraiment des considérations assez larges sur mon édition, sur mes photos de voyage, c'est que le b.a.-ba, c'est que déjà je travaille sur des bons fichiers. Moi j'ai toujours été formé dans l'idée que moins de temps je passe derrière mon ordinateur, c'est-à-dire mieux je réussis ma prise de vue et mieux je me porte. Donc vous voyez, l'idée, c'est notamment de se dire que je vais essayer à la prise de vue d'avoir l'exposition la plus propre possible pour avoir le fichier le plus propre possible, avoir un meilleur ratio signal-bruit vraiment idéal. Donc pour ça, c'est la fameuse exposition à droite. Là, vous avez un exemple type, vous voyez sur cette photo. Le fichier de départ paraît un peu surexposé, mais au final, non, c'est juste que j'ai maximisé ma prise de vue parce qu'un capteur d'appareil photo numérique
ne capture pas les informations de la même manière sur l'ensemble de la plage de ton. Et donc voilà, il convient de bien gérer sa prise de vue. Chose que je fais beaucoup aussi, je fusionne beaucoup de panoramas en post-traitement, notamment au drone, parce qu'en photo de paysage, j'en fais beaucoup. Là, vous voyez cette photo du Bromo. Là, vous avez au total 16 photos qui ont été fusionnées. Donc là, au drone, je fais des panoramas donc en ligne, hein. Donc là, il y a 3 lignes verticales. Et ensuite, je fusionne le tout dans Lightroom. Et ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Également, je fais beaucoup de bracketing. Alors, beaucoup au drone, mais aussi là, pour le coup, avec l'appareil photo. Vous voyez typiquement sur la scène qu'il y a ici, donc ça, c'est au drone. Et là, c'était dans des rizières. Et là, vous voyez les nuages, ça réfléchit énormément la lumière et ça crame très, très vite. Donc là, 3 photos. Et après, je fusionne le tout manuellement en blending, hein, dans Photoshop. Et ça me permet d'avoir derrière une bonne exposition et d'avoir une large plage dynamique sur ma photo. Enfin, dernière petite chose, quand j'édite mes photos, j'aime bien travailler en série sur un lieu, etc. J'aime bien toujours garder une image de référence sous les yeux parce que ça me permet d'avoir une bonne homogénéité, entre guillemets, dans ma série. Et donc, dans Lightroom, hein, on fait un petit clic droit sur l'image de référence, on la définit comme image de référence. Et après, c'est vrai que quand je travaille sur ma série, bah, notamment sur tout ce qui est balance des blancs, sur les teintes, sur les contrastes, etc., ça me permet de garder une certaine homogénéité. Et ça, bah, c'est ça aussi qui est intéressant, notamment sur mon grand écran, c'est que je peux avoir mes 2 photos côte à côte et ça me permet d'avoir un flux de travail d'édition qui est plutôt très cohérent. Voilà, on arrive un peu à la fin de cette présentation. Il y aurait encore énormément de choses à dire et je pense que vous devez avoir 1000 questions parce que le voyage, c'est un sujet qui est c'est un puits sans fond. Néanmoins, moi, je pense que la conclusion, c'est de dire le voyage, il y a autant de photos qu'il y a de personnes. Mais c'est comme pour tout en photographie, hein. Mais l'idée, c'est que vos photos, votre série, elle doit retranscrire ce que vous avez vécu. Et c'est pas simplement ce que vous avez vu, mais c'est vraiment ce que vous avez vécu. Voilà. Et faut que ça, pour moi, il faut que ça transpire en fait dans vos photos, que ce soit en paysage, que ce soit en photo de rue ou peu importe. Il faut que vous fassiez plaisir et surtout qu'à la fin, quand vous regardez vos photos, vous dites bah voilà, ça c'était mon voyage. Voilà. Eh bien, je crois que j'arrive Parfait. un peu à la fin. Très bien. Alors, Je vais laisser la parole à Hervé. Ouais, je vais afficher les liens pour les gens qui souhaitent te suivre, déjà. Hop là, voilà. Donc, pour suivre Mathieu, vous pouvez le suivre sur son compte Instagram. Je vous ai mis le nom, donc nocab.photographie. Et sur YouTube, parce que tu produis quoi, des vidéos sur YouTube tous les mois, pratiquement? Même, alors là en ce moment, j'ai un agenda pro assez chargé, mais des fois c'est 1 à 2 vidéos par semaine, ça dépend. Mais oui, ça dépend. En ce moment, c'est un peu moins, mais j'ai essayé d'être le plus régulier possible. Mais oui, je publie sur YouTube des tutos, des tests matériels, etc. Mais oui, des tutos terrain, des tutos édition, etc. Très bien. Donc ça, c'est parfait. J'ai un certain nombre de questions. Donc oui, alors Gérard précise, et c'est vrai, tu es aussi un peu une des personnes assez actives sur l'utilisation de DxO, DxO Labs. Oui, Donc, c'est voilà. totalement, ouais. Oui, et je travaille notamment avec DxO, ouais, exactement. Voilà. Et Henri dit en white gamut. Très bien. Et oui, DxO white gamut, ouais. Parfait. On arrive au moment où moi je vais vous parler en quelques instants de l'offre spéciale de notre partenaire. Laurence, t'inquiète, ça fait partie des questions qui seront posées à la fin. Notre partenaire qui s'appelle Digit Photo nous a préparé une offre spéciale sur les écrans BenQ. Alors, il y a celui que nous a montré Nocab, donc c'est le SW272U, U pour Ultra HD. Et il y a des offres donc de 5% de remise pendant quelques jours. Et je vais vous envoyer le code. Hop là. Voilà. Une offre spéciale de Digit Photo pour ce webinaire. 5% de remise sur les écrans BenQ SW. Alors, 4 modèles, 242Q, c'est un 24 pouces, donc ça peut paraître un peu plus petit que les 27 pouces auxquels vous êtes peut-être habitués.
Par contre, l'intérêt, c'est au niveau du budget. On est sur un écran qui s'approche furieusement de l'Adobe RVB 98. Il tape dans les 98% d'Adobe RVB 98 à moins de 500 €. Donc, quand on est coincé en budget, ça peut être une idée d'avoir un écran de qualité, mais un tout petit peu plus petit en taille. Le SW272Q, donc c'est un QHD. Le SW272U, c'est celui que nous a montré, qui est un UHD, donc il est 4K. Et le SW321C, qui est aussi 4K et qui est un 32 pouces. Alors là, on approche quand même un petit peu, enfin, on n'est pas très très loin des 2000 €. Donc comme ça, il y en a pour les différents types de photographes et les différents types de bourses. N'oubliez pas une chose, c'est que votre écran peut être un très bon complément si vous avez déjà un ordinateur portable. On le sait tous, et tu me dis, Mathieu, si tu es d'accord, mais la majorité des ordinateurs portables ont une dynamique au niveau des couleurs qui est un petit peu limitée. Donc ça reste un très bon outil parce qu'on va l'emmener avec nous. On peut faire un edit rapide. Donc je vais virer, par exemple, les photos où les gens ferment les yeux, celles qui sont ratées. Ça, je peux le faire sur le portable. Mais par contre, le traitement avec la couleur, préférez le faire sur un écran qui a une bonne gamme de couleurs. C'est nettement plus efficace pour vous, ça donne de meilleurs résultats. Donc, une bonne idée, c'est je garde mon ordinateur portable, j'accepte que son écran n'est pas super, mais bon, l'intérêt, c'est que je peux l'emmener partout. Et puis, j'associe un deuxième écran, et là, en fonction de votre budget, 24 pouces, 27 pouces, toi, tu as même un écran bureautique que tu as mis en vertical. Et c'est vrai que dans ce cas-là, j'imagine, hein, je précise quand même pour tout le monde que du coup, tu ne fais jamais de retouche de traitement sur l'écran bureautique. Ah non, jamais. Ah non, non, ah non, 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 Ça non, paraît mais de une toute évidence, façon, mais je préfère oui, préciser. bien sûr. Non, non, totalement. Mais alors, je fais juste une parenthèse là-dessus parce que c'est des conversations que j'ai avec un certain nombre de personnes, mais notamment pour les utilisateurs de Mac. Le fait d'avoir un Mac, les écrans sont techniquement plutôt bons, hein, je veux dire, voilà. Mais il y a 2 choses. La première, c'est qu'un écran de Mac, comme tout écran, quoi qu'il arrive, doit être calibré. Ça, c'est la première chose. Et notamment ajusté en termes de luminance, parce que c'est très lumineux. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça reste de petits écrans. Et l'avantage, c'est que quand on veut travailler et éditer ses photos, euh, j'ai envie de dire en confort, avec confort, c'est vrai que c'est pas pareil de travailler sur un petit écran d'ordinateur portable et sur un grand moniteur, même 24 pouces. Déjà, ça change considérablement la vie. Et voilà. L'idée, c'est, moi, je pense, quelqu'un qui a un petit ordi portable, justement, c'est vous le branchez. Moi, par exemple, sur le mien, c'est ce que je vous disais, vous branchez en USB-C, c'est génial parce que vous avez tout qui communique dessus. Et puis, par exemple, voilà, sur l'ordinateur, vous mettez sur le petit écran, vous mettez votre bibliothèque, la grille. Et puis, sur le grand écran, vous allez mettre votre édition. Et ça permet en même temps d'avoir 2 écrans, un flux de travail qui est meilleur sans avoir systématiquement besoin de passer à la grille, etc., etc. Parfait. Alors, quelques retours. Donc, Nicolas, lui, il nous dit qu'il a un SW272Q, il est très content. On vous a parlé du fait que, si budget limité, utilisez 2 écrans, dont un sur lequel vous ne ferez pas de retouche, mais qui va venir compléter votre flux de travail. Tout ça, c'est des trucs et astuces qui sont pas mal. J'ai tout un paquet de questions pour la session questions-réponses. Alors, Raphaël nous dit les écrans Apple aiment bien tirer un peu sur les couleurs et les rendre plus chatoyantes. N'oubliez pas que ce n'est pas juste chez Apple. Tous les fabricants d'écrans grand public, je suis désolé de vous le dire, mais pour en vendre beaucoup, eh bien, les fabricants d'écrans grand public, ils ont un intérêt, c'est de vous montrer des images qui sont un peu trop saturées, un peu trop lumineuses, qui tirent vers le bleu, c'est-à-dire des images qui sont attirantes, en fait, et en déformant les réglages, ça s'appelle le réglage showroom, eh bien, ça fait vendre des écrans. On le sait, hein, ça se mesure, c'est 17% de vente en plus, donc ils s'en privent pas. C'est pas spécifique chez Apple, c'est le cas aussi chez Apple, mais n'importe quel écran bureautique ou de gaming, en fait, la plupart du temps, ces pré-réglages sont à côté de la plaque si vous vous intéressez de manière un petit peu sérieuse au traitement de l'image. C'est valable pour les photographes, c'est valable aussi pour les gens qui font du cinéma. Et d'où l'importance de le calibrer, même si c'est un écran bureautique, en le calibrant, vous allez réduire les dégâts. Mais comme le montrait Mathieu, pour les gens qui souhaitent faire de la photo sérieuse, ça peut être intéressant d'aller le cran plus loin, c'est-à-dire de cette gamme de couleurs qui s'appelle l'Adobe RVB 98. On ne va pas en reparler plus que ça. Sachez que le sRVB, c'est quand même une norme qui date de 1974. Donc,
c'est un peu dépassé, je peux vous le dire. Adobe RVB 98 correspond au type de couleur qu'on va pouvoir obtenir au moment d'une impression. Il y a des personnes qui ont posé des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire comme réglage pour la création de livres photos. On ne va pas l'aborder dans ce webinaire, mais c'est un sujet que j'espère qu'on va pouvoir aborder dans un futur webinaire. Il faut parler avec Antonio. Oui, on peut en parler avec Antonio, hein. C'est des choses qu'on fait nous pas mal. Et j'ai accompagné Antonio et d'autres photographes aussi à aller jusque à la production d'un livre photo. C'est-à-dire, il y a le petit livre photo qu'on va faire chez en ligne, mais il y a aussi le vrai imprimeur qui sait faire des livres photos. C'est encore un autre niveau. Donc un écran Adobe RVB 98 permet de simuler à l'écran la sortie de vos photos en fonction du type de papier que vous allez choisir, qu'il soit mat, fine art ou d'autres choses. Un écran sRVB, ça suffit pour faire de la préparation et de la retouche photo si vos photos elles ont comme destination d'être sur le web. Mais dès que vous voulez passer sur du tirage d'art, de l'impression contrôlée, souvent on se rend compte qu'il y a pas mal de teintes où vous allez être limité. Donc voilà, juste le savoir et après vous faites ce qu'il vous intéresse. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc c'est toi qui vas reprendre la main et je vais commencer par la question qui est revenue le plus. C'est quoi ton compact dont tu as parlé? Ah, c'est le compact magique. Alors j'en ai deux. Alors je sais pas si je peux les citer. Si, vas-y. Ouais. Alors il y en a deux. Alors c'est vrai que honnêtement celui que j'utilise le plus, bah, c'est celui-là. Je sais pas si. Si, on voit. Voilà. Et bien c'est marqué sur le capuchon. C'est GR. un Ricoh. Voilà, c'est un Ricoh GR. C'est un appareil photo compact avec un capteur APS-C. Qui est génial dans le sens où il rentre dans la poche. Donc pour moi, donc c'est une focale. Moi j'ai la focale 40 mm en équivalent plein format. Donc c'est 26 mm sur l'appareil, mais vu que c'est un APS-C avec le crop factor, ça fait 40 mm. Donc en voyage, avoir un capteur APS-C physiquement dans la poche, bah, c'est vrai que voilà. Donc il y a beaucoup de photos. Là, je vois sur le dernier voyage au Sri Lanka. Bah, en fait, j'ai regardé dans ma bibliothèque et la plupart de mes photos sont prises avec ce petit appareil photo compact. Et pour autant, je me dis pas que mes photos sont moins bien. Donc voilà. Et aussi, chose très importante, c'est que notamment quand voilà, vous partez, je sais pas, vous allez en Islande, vous allez croiser plus de cailloux que de gens, hein. Mais si vous allez dans des pays ou dans des endroits où il y a beaucoup d'humains, comment dire, si vous partez et que vous avez ça, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus dissuasif pour les gens que le petit compact. Et le compact, c'est une arme redoutable parce que les gens se disent, voilà, moi je dis souvent en rigolant, j'ai rien contre Jean-Michel, hein, les Jean-Michel, mais je dis c'est le Jean-Michel touriste, voilà. Et parce que en fait, les gens, moi à chaque fois quand on discute, je dis, voilà, je peux prendre une photo, c'est pour mes souvenirs, je suis en vacances. Les gens, bon ouais, en fait, ils voient ça, ils disent juste, ouais, c'est un mec qui est en vacances. Et ils disent pas, non, non, en fait, c'est un photographe pro. C'est son métier. Donc voilà. Et clairement, c'est pas l'appareil qui fait les meilleures photos, quoi. Je veux dire, c'est pas l'appareil qui va faire la qualité de la photo. J'en profite pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur comment s'y prendre pour demander l'autorisation d'un pays à un autre? On est d'accord, la rue est un espace public. Pour autant, on ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que tu peux juste rappeler dans les grandes lignes ce que tu conseilles, s'il te plaît? Alors, ça, c'est un sujet qui est assez compliqué parce que le droit à l'image, c'est quelque chose il y a deux choses. Il y a ce que légalement, entre guillemets, vous pouvez faire, et il y a ce que d'un point de vue éthique, vous pouvez faire. Alors, d'un point de vue légal, là, il y a autant de législation qu'il y a de pays. Si je reprends la législation, entre guillemets, à l'occidental, comme dans nos pays, dans l'espace public, vous pouvez tout photographier, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est ouvert. Tant que ça ne porte pas atteinte voilà, à la dignité, que vous ne photographiez pas quelqu'un qui est en difficulté ou qu'il se passe quelque chose, etc. Cependant, photographier, ce n'est pas le problème. Ce qui pose problème, c'est la diffusion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est très encadré. Et pour diffuser la photo de quelqu'un, si la personne est très visible, il faut son autorisation écrite et signée. Par contre, si la personne est de dos ou que, par exemple, elle est dans un groupe, etc., d'un point de vue légal, ça ne pose pas de problème. Par contre, d'un point de vue éthique,
Il y a le côté où si quelqu'un, même si vous êtes, entre guillemets, par exemple en France, dans votre droit, si une personne vous dit « vous m'avez pris en photo, je ne veux pas être pris en photo », moi, je ne lutte pas. Je ne vais pas les batailler. Je dis juste « très bien, excusez-moi, je supprime, je lui montre, c'est fini ». Parce que moi, je ne veux pas aller chercher le conflit. Maintenant, quand vous êtes, par exemple, tout dépend de là où vous allez. Dans nos pays, les gens, ils ont un rapport à l'image qui est très distancié, qui est très complexe. Je vois en Asie, les gens ont un rapport très différent. Et même, pour vous dire, c'est très surprenant. Moi, ça vous a pas échappé, j'ai une pilosité faciale qui est un peu développée. Dans certains pays d'Asie, les gens sont très peu poilus de point de vue de la barbe. Du coup, je suis un peu une attraction. Je suis un peu une attraction pour les gens, notamment dans des zones très peu touristiques. Résultat, les gens viennent me voir pour me prendre en photo, en fait. Donc, c'est très drôle. Et après, justement, on peut se prendre en photo, etc. Mais voilà. Pour le cas, et là, je vois la question, savoir pour les enfants, je vous disais, la petite fille, j'ai demandé à la mère, bien évidemment, si je pouvais la prendre en photo. Et puis, bien évidemment, j'ai demandé à la petite aussi si je pouvais la prendre en photo. Là aussi, il faut avoir la démarche, c'est-à-dire que moi, généralement, avant de prendre les photos, il y a deux cas. C'est soit, comme je dis, les gens ne vous voient pas, etc. Prenez une photo, la mamie sur son banc, par exemple. Elle ne me voit pas, et voilà. Quand vraiment vous voulez prendre quelqu'un en photo, etc., moi, avant même de prendre quelqu'un en photo, c'est d'abord, on va discuter. Parce que après, votre photo, elle va raconter quelque chose aussi, plutôt que juste vous prenez un portrait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, au-delà de ça, la photo, c'est presque, je dirais même un prétexte au final pour rencontrer des gens. Voilà. Parce que l'appareil photo, c'est souvent, vous voyez la petite fille qu'il y avait tout à l'heure, en fait, c'est mon appareil photo, et l'appareil, en l'occurrence, c'était celui-là. Voilà, je le montre, c'est un Fujifilm, le X105. C'est un appareil compact qui est super beau. Enfin, moi, je le trouve très beau. Et qui a un look un peu vintage. Et ça attire la sympathie. Beaucoup plus que si vous arrivez avec un gros téléobjectif blanc, où là, de suite, les gens, ça les repousse. Voilà. Je sors juste une dernière anecdote quand même qui fait souvent sourire, mais qui est bien réelle. Juste après la pandémie de Covid, j'étais allé à Paris faire des photos au Louvre, parce qu'il n'y avait personne, c'était génial. Et en fait, je me suis fait sortir par les vigiles parce qu'ils jugeaient qu'à l'époque, j'avais un Nikon D800. Ils jugeaient que mon appareil photo était trop gros. Et donc, voilà. Je me dis souvent en rigolant, avec oui. mon petit Ricoh aujourd'hui, ça ne m'arriverait pas, quoi. Et pire, tu as des lieux où si tu déploies un trépied et que ton appareil est un petit peu important, tu vas te faire emmerder aussi par les vigiles. Alors ça dépend des endroits, ça dépend des pays, ça dépend des... Si vous allez en France, dans beaucoup de châteaux ou sites touristiques, il y a ce qu'on appelle la taxe trépied, qui est en fait, les sites, alors là, c'est pour des châteaux privés notamment, mais je vous donne un exemple qui vient en tête, à Chantilly, si vous allez à Chantilly, au nord de Paris, pour rentrer avec un trépied sur le domaine, il faut payer une coquette somme, je sais pas, c'est peut-être 700 €, un truc dans le genre. Et en fait, c'est de dire, voilà, pour beaucoup de professionnels du tourisme, trépied égale professionnel, donc photo commerciale, donc il faut payer. Voilà. Excellent. Alors, quand on exporte et quand on traite les images, est-ce que tu recommandes de travailler en JPEG ou plutôt en TIFF? Tout dépend de ce qu'on en fait. Moi, j'ai envie de dire, pour du web, sans hésiter en JPEG. Par exemple, si je dois envoyer une impression, je l'envoie plutôt en TIFF. Mais bon, honnêtement, même je vois pour mes clients, pour quand j'envoie des photos ou quoi, ça part en JPEG, parce qu'en fait, l'avantage du JPEG, c'est sa prise en charge. Donc, un bon JPEG dont on ne fait pas une forte compression, c'est un fichier qui... Faut pas oublier en fait que la plupart des photos aujourd'hui sont vues sur un téléphone. Hein. Donc voilà. Hein. Moi, franchement, moi je vous le dis, hein, ça me fait sourire hein, quand je vois, là, tout le monde maintenant, le moyen format à 100 millions de pixels, on vous dit que c'est super. Moi, l'an dernier, on a fait des impressions pour l'Office du tourisme sur une page de 10 mètres par 10 mètres. Avec mon 33 millions de pixels, ça passait tranquille, hein, avec du recadrage en plus. Hein. Enfin voilà, il faut prendre beaucoup de recul. Mais voilà, aujourd'hui, la plupart même je vois, moi, pour la photo, quand j'envoie des clients, ces photos ou même les vidéos, c'est destiné pour du web, pour les réseaux sociaux. Donc, c'est des petits écrans. Donc, un JPEG, ça suffit largement.
Christine demande justement, est-ce que le smartphone à la place d'un compact de poche, c'est pas une alternative? Pour moi, non. Vraiment, pour moi, non. Alors, tout dépend. En fait, un très bon smartphone, vous prenez un iPhone, vous prenez un Samsung, vous prenez un Huawei haut de gamme, ils ont fait des progrès énormes. Mais en fait, vous avez des limitations physiques qui sont toujours là. Et en attendant, le Ricoh que je vous montrais, par exemple, c'est un capteur APC. Donc, on rentre quand même dans des grands capteurs. Et là, on est dans les lois de la physique, une meilleure montée en ISO, une meilleure dynamique. Et puis, c'est également la profondeur. Voilà. Par exemple, vous voulez créer du bokeh, du flou d'arrière-plan. Finalement, un smartphone, il va le faire numériquement. Et on n'a pas cet effet de 3D qu'on retrouve avec un grand capteur. Par contre, un smartphone, il a l'avantage d'avoir cette polyvalence. Maintenant, on a même les smartphones avec ultra grand angle, téléobjectif. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Moi, j'ai envie de dire que pour tout dépend de ce que vous cherchez. Si vraiment vous voulez avoir des photos un peu plus travaillées, etc., un compact, ça peut être pas mal. Sans dire d'avoir. Il y a des compacts 1 pouce, c'est un bon équilibre souvent. Le compact 1 pouce, c'est vraiment pas mal. Pour du voyage, je vois beaucoup de gens qui voyagent avec des petits Sony compacts ou des Lumix. Capteur 1 pouce, c'est pas mal. Très bien. Alors, on a dit qu'on parlait pas de tout ce qui est création de livres photos. Moi, j'avais une question pour toi. Le voyage, est-ce que c'est exclusivement de prendre un avion, de détruire son bilan carbone, ou est-ce que finalement le voyage, c'est pas la région dans laquelle on est aussi? Ah oui, bah alors ça, bien sûr. Là, je vous ai montré l'Indonésie, mais nous, en fait, on voyage beaucoup. Et en fait, le gros des voyages qu'on fait, en fait, c'est des voyages assez proches, quoi. Donc, moi, je considère, en fait, dans le voyage, en fait, moi, je considère en fait, avant d'en faire mon métier, moi j'étais prof, hein, prof d'histoire géo, et moi j'ai une formation universitaire en tant que géographe de métier. Donc, moi j'ai toujours été attiré par le paysage, et justement il y a cette notion pour moi dans le voyage d'un mot qui est le dépaysement. Voilà. Et dans le dépaysement, il y a le mot paysage. Le paysage, littéralement, c'est ce que notre œil voit. Et pour moi, le dépaysement, c'est de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sortent de notre quotidien. Donc, moi, quand je vais, ne serait-ce qu'à Paris, je monte dans le train et je vais à Paris. Pour beaucoup de gens, c'est leur milieu quotidien. Pour moi, c'est un voyage. Parce que moi, j'habite sur la côte d'Opale, face à l'Angleterre. Voilà. Je vais, par exemple, j'adore, avec Laurent, on adore aller en Belgique. Pourtant, c'est pas bien loin. Nous, on est en voyage. Les gens, ils parlent une autre langue, etc. Donc, on peut aller en voyage à côté de chez soi. La définition de l'Organisation internationale du tourisme, l'OIT, c'est que on fait du tourisme à partir du moment où on est à plus de 100 km de chez soi, et qu'on passe une nuit en dehors de chez soi. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on peut facilement circuler en train, on peut circuler en bus, on peut, voilà. Donc non. Nous, par exemple, on a beaucoup voyagé en France et en Europe. Et même, vous voyez, moi, chez moi, j'ai toujours l'impression un peu de voyager. J'habite en bord de mer. Ça peut même être un défi de photographe de revisiter les coins qu'on connaît, mais en se disant, tiens, d'un point de vue photo, est-ce que je connais aussi bien que ça mon coin, ma région? Et très souvent, on découvre des trucs, c'est assez sympa. Totalement. Alors, une question qui revient, c'est quel Fuji? C'est le Fujifilm X105. Donc je vous le remontre, c'est celui-là. En fait, c'est l'équivalent du Ricoh version Fujifilm. Donc c'est un appareil compact dont la focale est fixe. Voilà, donc c'est un 23 mm en APS-C, ce qui fait un équivalent 35 mm en plein format. Et voilà, les deux sont super, ils sont un peu différents. Alors, c'est la question, c'est un peu le classique entre le Ricoh, et les deux sont un peu différents. J'utilise plus le Ricoh. En termes de performance, franchement, les deux sont équivalents. Je dirais que après, c'est plus une question d'ergonomie, d'usage. Le Ricoh, il rentre dans la poche, on l'a toujours sur soi. Il est tout petit, il fait à peine plus de 200 grammes. Le Fuji fait plutôt dans les 500 grammes. Et il rentre pas dans la poche de pantalon. Il rentre dans une poche de manteau, mais il rentre pas dans la poche de pantalon. Par contre, on a un viseur. Par contre, on a une bague de diaphragme. Par contre, il est tropicalisé. Voilà, ce sont des choses différentes. J'aime les deux, et surtout, ce que j'aime le plus, c'est le fait d'avoir une focale fixe. Et je vous disais tout à l'heure, je vous montrais une photo un peu de mon sac type. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai souvent de l'ultra grand angle, j'ai du gros téléobjectif,
Et au milieu, j'utilise pas forcément. Et ces objectifs-là, vous voyez, c'est du 35 et du 40 mm. Bah, ça vient un peu entre les deux. Sauf que la différence, c'est que par exemple, le Ricoh, je l'ai tout le temps dans la poche. Donc voilà, ça complète plutôt bien mon setup, on va dire, de matériel photo en voyage. Merci beaucoup. Il est 19h45. Mm. Quelques derniers mots. Donc, je vous reprécise, et puis c'est peut-être aussi important pour ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement, j'envoie à toutes les personnes qui se sont inscrites un lien pour voir la rediffusion. Vous pouvez avoir envie de revoir certains éléments. Vous pourrez aussi le partager avec des amis si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre attention, pour les interactions. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, quand on est comme ça en open chat, donc vous pouvez interagir et parler les uns avec les autres, il y a un bon côté bienveillance et je trouve qu'il y a comme un effet de communauté qui est agréable pour nous aussi, hein, on vous le dit. Donc ça, c'est cool. La preuve que sur les réseaux sociaux, quand on est des gens intelligents, ça peut aussi être un bon moment sans troll. Les trolls restent à la cave. Exactement. Je pense que c'est important. Et je laisse à Mathieu le dernier mot pour la fin. Moi, j'aime bien que les auteurs terminent sur un conseil, une suggestion, un défi qui vous lance. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire. Ciao. Bah, merci beaucoup Hervé, merci déjà pour ce webinaire. Je suis très content d'avoir été ici et puis j'espère que ça vous a plu tout d'abord. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué de résumer un tel sujet en si peu de temps. Néanmoins, si vous avez aussi des questions, et Hervé vous a présenté un peu mes réseaux sociaux, etc., n'hésitez pas aussi à m'envoyer directement vos questions. Moi, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas. Ce sera toujours avec grand plaisir. Et le mot de la fin, je dirais, que ce soit en voyage ou pas, souriez. Voilà. Moi, je dis toujours, le sourire, c'est la meilleure arme de l'humain. Et tant qu'on sourit, on peut avoir n'importe quoi. Quand vous traversez le monde, vous vous rendez compte que finalement, peu importe où vous êtes, l'humain, il veut toujours la même chose. Il veut vivre en paix et il veut vivre heureux. Et le sourire, voilà. Moi, c'est un peu mon mantra, c'est de se dire, tu souris. Et généralement, le sourire, c'est le meilleur hameçon pour rencontrer des gens. Si on tire la tronche, c'est plus compliqué. Voilà. Merci Merci beaucoup en beaucoup. tout cas. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.